Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct, comme chaque soir de la semaine sur Alsace 20. On va parler de Noël, évidemment, on est en décembre, avec un conte pas comme les autres, raconté à travers un mapping et pas n'importe où, dans une église ou plutôt un temple protestant de Strasbourg. On va parler sport, évidemment, comme chaque lundi, avec du K1, ce sport pied-point, cette boxe pied-point avec un Alsacien champion du monde ce week-end, du basket, la folle saison de Souffelweijersheim en Pro B, la deuxième division française. Leur coach sera avec nous. Découverte de ce sport insolite, le tech ball du côté de Mulhouse, et puis découverte bis, le football gaélique séduit les Alsaciens. Marine Zis nous en parle dans cette émission. Et Nicolas Riffel, lui, nous emmènera du côté de Colmar. On va commencer à parler bûche de Noël. Les choses sérieuses commencent. Mais on commence, bien sûr, comme chaque soir, par le JT. Les infos sont présentées par Cécile Motz. Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne de ce lundi 2 décembre. Quel avenir pour l'A35 à hauteur de Strasbourg? L'autoroute alsacienne va être réaménagée dans les prochaines années. Elle formera un parc métropolitain. Un nouveau système de véhicules à la demande est en phase de test dans 13 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Cela s'appelle FlexUp. Camille Roland nous emmène. Et nous partirons aussi à la découverte d'un artisanat. Il revient chaque année sur le marché de Noël de Strasbourg. Il s'agit des santons alsaciens. Mais pour commencer, en bref, nous venons de l'apprendre, 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du marché de Noël du 11 décembre 2018. Depuis le début de l'enquête, 5 personnes ont été mises en examen. 3 d'entre elles sont notamment soupçonnées d'avoir fourni les armes au terroriste Cherif Shekat. La France a rendu hommage aux 13 soldats morts en mission au Mali. La cérémonie a débuté à 15h. Cela s'est déroulé dans la cour des Invalides à Paris. Le 25 novembre, à bord de 2 hélicoptères, 12 officiers et sous-officiers ainsi qu'un caporal-chef ont perdu la vie. Parmi eux, un Mulhousien, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, âgé de 28 ans. Fils du sénateur et ancien maire de Mulhouse, le jeune homme appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Et c'est dans la capitale béarnaise que l'Alsacien sera enterré mercredi. À Mulhouse, une cérémonie d'hommage sera célébrée en son honneur à 14h30 en l'église Sainte-Marie. Et puis, à 3 jours de la grève nationale contre la réforme des retraites, ce jeudi 5 décembre, à quoi doit-on s'attendre en Alsace? La majorité des syndicats enseignants appellent à la mobilisation. Dans certains établissements scolaires, des cours seront annulés et les cantines fermées dans la ville de Strasbourg. Côté transport, en Alsace, la circulation des trains de la SNCF sera largement perturbée. Dès 16h demain, les voyageurs pourront savoir quelles lignes seront définitivement supprimées. Dans l'agglomération strasbourgeoise, au moins 50% des salariés de la CTS devraient manifester. À Mulhouse, les syndicats de Solea tablent eux aussi sur la moitié des professionnels en grève. Dans les années à venir, quel sera le visage de l'Eurométropole de Strasbourg? Depuis 3 mois, les élus locaux réfléchissent à un futur projet de réaménagement du territoire. Et les objectifs sont nombreux: fluidifier la circulation, réaliser des connexions entre les différents parcs de la ville, améliorer la qualité de l'air. 33 élus locaux forment donc l'atelier des territoires. Ils se penchent notamment sur l'avenir de l'autoroute A35 et l'axe A351 RN4. Elle devrait se transformer en un boulevard métropolitain de 250 hectares sur lequel les véhicules circuleront à 50 km/h. Henri Bava de l'agence Terre et Jean-Luc Marx, préfet du Grand Est, étaient au micro de Fanny Kunz. Il faut réduire les différents échangeurs, les amenuiser. C'est à 50 km/h qu'on peut transformer à ce moment-là les échangeurs en carrefour. On transforme la bande d'arrêt d'urgence en trottoir, donc avec une bordure de trottoir éclairé, un trottoir avec des stations de bus, avec une voie réservée pour les bus, une voie réservée pour le covoiturage, pour les véhicules électriques. C'est une option qui sera nécessairement fortement dissuasive pour ceux qui veulent franchir le couloir alsacien sans s'arrêter à Strasbourg. Ce qui sera incitatif, c'est aussi la possibilité de circuler donc sur le contournement à la vitesse de 130 km/h. Il y aura un volet réglementaire à ce dossier pour faire en sorte que, évidemment, tous les camions de transit passent
par le contournement autoroutier. Reste le sujet, ça a été évoqué tout à l'heure, de la desserte du port. Pour l'instant, nous sommes dans un contournement ouest-sud de l'agglomération strasbourgeoise pour accéder au port. Mobilité toujours, depuis le 14 novembre, un système de transport à la demande est testé dans 13 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Il s'agit de FlexHop. En plus des lignes de bus et tram, les voyageurs peuvent désormais réserver un véhicule au même prix qu'un ticket de bus. Ce service est à mi-chemin entre taxi et lignes régulières de la CTS. Camille Roland l'a testé pour vous. Notre destination du jour, terminus du tramway à Dielkirch. Pour ce voyage, on a fait le test du nouveau service de transport à la demande FlexHop. Première étape, réserver sa destination sur l'application que l'on peut télécharger sur le portable. Cela peut se faire 15 jours avant et jusqu'à une demi-heure pour les plus pressés. Une fois les points de départ et d'arrivée rentrés, il n'y a plus qu'à attendre la navette électrique. Son tarif, un ticket classique de la CTS à 1,70 € comme dans les bus. Mais attention, le service a ses particularités. Ce service permet sur un territoire défini de se déplacer d'arrêt à arrêt sans les contraintes d'une ligne dite régulière, donc avec les contraintes d'itinéraire et d'horaire. Donc on se déplace complètement librement sur ce territoire-là. L'horaire n'est pas forcément celui qu'on a demandé, ça dépend des possibilités offertes par le service et donc selon la disponibilité des véhicules. Et surtout ce qui différencie le service par rapport à un service offert par un taxi, c'est justement le fait qu'on est bien sur une prise en charge ou une dépose à un arrêt de transport en commun. Après 20 minutes de trajet, nous sommes arrivés à destination. Au total, 84 arrêts sont desservis sur 13 communes de l'ouest et du sud-ouest de Strasbourg et sur une large plage horaire de 6h à minuit. Et pour que les chauffeurs puissent s'organiser, un logiciel développé par la start-up Pada Mobility permet de sélectionner les réservations. Un maximum de 5 clients peuvent utiliser le véhicule simultanément. C'est la tablette qui nous liste toutes les personnes à déposer. Il y a une personne à chercher à Lipsheim. On regarde dans les passagers. Il y a tous les noms des personnes qu'ils ont réservées. Lancé le 14 novembre par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS, son objectif est avant tout de diminuer les voitures individuelles sur les routes et de répondre à une demande des usagers en proposant des liaisons de périphérie à périphérie. Le Grenelle des mobilités avait montré qu'il y avait en première et deuxième couronne un manque réel de transport. Or, on sait qu'il n'est pas toujours pertinent d'installer un tramway ou un bus là où il n'y a pas de densité de population. Pour autant, si on n'offre pas une alternative, chacun continuera à avoir 1, 2, 3 voitures dans son garage pour pouvoir se déplacer. Là, on a une avancée qui est due aux évolutions technologiques qui est tout à fait intéressante. Alors, on teste en même temps ce moteur de recherche à travers la CTS. On teste en même temps des véhicules électriques. Peut-être que demain, ils seront modifiés. Mais en tout état de cause, je veux dire, le début de l'opération est tout à fait positif. 156 personnes se sont déjà inscrites en 2 semaines. Le service, aujourd'hui en phase d'expérimentation, pourrait ensuite être étendu en 2020 aux communes du nord et de l'est de Strasbourg. Ils sont en terre cuite, petits et forment les personnages de la crèche, ce sont les santons. Ceux venus de Provence sont bien connus, mais vous ne le saviez peut-être pas, il en existe des 100% alsaciens. Attal Marmoutier, Thierry Delorme et son épouse Pascale donnent vie à ces santons bien de chez nous. Chaque année, ils les proposent à la vente sur le marché de Noël de Strasbourg. Nous sommes partis à leur rencontre. Sur le marché de Noël de Strasbourg, les chalets se suivent et ne se ressemblent pas. Place Broglie, Thierry Delorme présente ses santons. Des santons 100% alsaciens. Depuis le coup d'envoi du marché, les clients se succèdent car c'est le moment ou jamais d'acquérir ces petits personnages à placer dans la crèche. La plupart du temps, les gens viennent chercher leurs commandes qu'ils ont passées l'année précédente. C'était beaucoup de travail préparatif avant. Ouais. Et justement, pour en savoir plus sur leur fabrication, petit retour en arrière, direction Attal Marmoutier. Bonjour, bienvenue dans l'atelier où on fabrique les seuls santons alsaciens au monde. Et ces santons sont en effet 100% alsaciens. La terre provient du potier voisin et pour que les petits êtres prennent vie, place à l'imagination et à la dextérité de Thierry. Donc au départ, on crée un modèle.
en argile, c'est-à-dire qu'on le sculpte dans de l'argile. Une fois que le modèle est fait, on le cuit. Une fois qu'il est cuit, on refait une empreinte de ce modèle, ce qui nous permet d'avoir un moule en 2 parties. Quand on a ce moule, on coule de la terre liquide. Il faut laisser sécher la terre environ 12 heures. Quand elle est sèche, on démoule donc le santon, hop, on ouvre le moule et apparaît le santon brut. C'est-à-dire qu'il a un joint en terre qu'il faut ébarber avec un petit couteau ou avec un cutter pour nettoyer. Donc il faut retravailler un peu tout le santon. Après avoir reposé et séché, il faut encore les cuire puis les colorer. La famille Delorme a déjà réalisé une 50aine de personnages et autres animaux. Une activité débutée il y a 25 ans pour cet Alsacien d'adoption. On s'est dit mais c'est quand même un peu bête de prendre des santons de Provence en Alsace. Si on essayait de créer des santons... Enfin, mon épouse a eu cette idée-là. On va créer des santons alsaciens. Et donc, elle a commencé par créer 5 ou 6 petits personnages qui se sont très bien vendus la première année au marché de Noël de Strasbourg. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Et puis par la passion aussi qu'elle a des costumes, de l'histoire, de l'Alsace, etc. quoi. Et nous, on axe ça quand même sur des choses historiques, sur les costumes, avec des détails importants, des choses qui existent vraiment. Et donc les gens s'y retrouvent leurs racines, leur jeunesse. Et puis voilà, c'est une nouvelle tradition qu'on a inventée, on en est assez fiers. Pour les habits et les coiffes, c'est Pascal qui prend le relais. Chaque personnage du quotidien prend vie et tous les ans, un nouveau venu se crée. Le mineur, la femme au Kuglopf, les mariés de Sibar ou encore le rabbin ou l'imam. Cette année, c'est la belle alsacienne qui est sortie de terre. Chaque personnage a son histoire et son habit traditionnel. Je cherche, puisqu'il y a plusieurs sortes de coiffes, je fais celle qui sortira le mieux en santon. Cette année, 900 santons attendent de prendre place dans de nouvelles crèches alsaciennes et le couple sait qu'il leur reste encore de nombreux Alsaciens à créer car les personnages ne manquent pas. Et leur fille souhaite même reprendre le flambeau. L'aventure des santons alsaciens ne risque donc pas de s'arrêter de sitôt. Merci beaucoup Cécile pour ce JT, on vous retrouve demain à la même heure, à la même place. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission, Marine Zis qui on va parler sport dans quelques instants, Juliane et Jean-David Weber, on va parler d'un conte de Noël, pas comme les autres, sous forme de mapping dans une église ou plutôt un temple protestant strasbourgeois. Tout ça, c'est juste après la météo de Célia. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mardi 3 décembre. Et vous allez le voir, c'est des conditions plutôt pas mal qui nous attendent ces prochains jours, avec un ciel plutôt dégagé, ensoleillé sur l'ensemble du territoire, quelques nuages bas qui persistent en Alsace et un grand soleil prévu du centre au sud de la région du Bas-du-Württemberg. On fait tout de même attention au brouillard dans le nord de la Suisse ainsi que dans le sud du Haut-Rhin. Côté Mercure, ça reste frais, c'est des températures de décembre. Comptez 0 degré prévu du côté de Saverne, de Strasbourg ou encore de Colmar. 1 degré, la maximale, ce sera pour Wissembourg et jusqu'à moins 2 degrés, prévu du côté de Saint-Louis, d'Alkirch ou encore de Mulhouse. Toujours une belle après-midi ensoleillée qui nous attend ce mardi comme prévu et des températures de décembre. Ça reste frais, comptez 4 degrés prévus dans le nord du Bas-Rhin, 5 degrés pour le centre Alsace, 4 degrés également dans le sud du Rhin et jusqu'à 3 petits degrés, ce sera pour le nord de la Suisse. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi avec une très belle journée encore et des températures toujours bien fraîches, entre 4 et 5 degrés prévus en Alsace, 3 à 6 degrés chez nos voisins suisses et allemands et ça risque de se dégrader ce week-end, alors on en profite. Mardi, nous serons donc le 3 décembre et nous fêterons les François Xavier. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se recoucher à 16h35. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blo. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. On est en décembre, ça y est, on peut enfin commencer sérieusement à parler de Noël. Je vais vous parler de Noël à travers un conte un petit peu particulier avec Juliane et Jean-David Weber. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous racontez un conte de Noël à travers un mapping, en musique également, mais pas n'importe où, projeté à l'intérieur d'une église ou plutôt d'un temple à Saint-Pierre-le-Vieux.
protestant donc à Strasbourg. Ça se passe donc au centre de Strasbourg, au milieu de la Grande Île. On peut dire un petit mot peut-être de ce projet, Juliane. Quelle est la genèse un petit peu de cette histoire, de raconter cette histoire dans un endroit un petit peu insolite? Alors en fait, un compte à rebours, c'est le fruit de la rencontre entre nous tous, donc qui est l'espace intergénérationnel qui porte des projets collaboratifs à Saint-Pierre-le-Vieux, la conteuse Nicole de Saint-Julien et nous, l'association Art Puissance Art, qui avons apporté la partie mapping. On met tout ça dans un shaker, on secoue, on travaille pendant des mois et on projette ça dans un endroit. Regardez la partie, donc il y a Saint-Pierre-le-Vieux, il y a catholique et protestant. La partie protestante de l'église, c'est le même bâtiment. Il y a des vitraux, il y a des arches. On projette ça essentiellement au plafond et du coup, comme ça se passe au plafond, pour que ce soit confortable, on s'installe dans des énormes coussins, dans des transats, sur des chaises si on veut ménager son dos. On en parle dans un instant. On regarde un extrait déjà, ça a commencé le week-end dernier et on en parle juste après. Il y a une partie musicale, on va en parler avec Jean-David tout à l'heure, il y a une partie racontée, il y a une narration. On peut dire un mot de l'origine de l'histoire, c'est la vraie tradition du conte réécrite presque pour l'occasion. C'est ça, en fait c'est donc Nicole de Saint-Julien qui est conteuse, qui a repris avec ses mots une histoire de Christiane Singer et que donc on a mis en image et en musique par la suite. Comment ça se passe la musique, Jean-David? C'est le conte qui inspire ou qui donne le tempo de la musique, ou c'est la musique parfois qui donne le rythme à l'histoire et à l'image? Comment ça se passe quand on fait ça à deux? Alors pour ma part, c'est plus le conte qui va inspirer en fait la musique. Pour moi, c'est un travail émotionnel en fait. Du coup, l'idée, c'est de susciter une émotion au spectateur en fait. On parle de l'image, on parle du récit, on parle de l'ambiance. Enfin, il faut être raccord du coup. Tout à fait. Donc nous, on part du conte de base, et après nous, on va travailler ensemble durant toute l'élaboration du projet. Donc on va se checker en fonction de l'avancée de l'animatique et du fonctionnement, mais après, voilà quoi. Il y a l'artiste, graphiste et le musicien, frères et sœurs. Hein, c'est ça. Notre famille n'est pas anodin. Juliane, comment on crée un univers graphique à partir d'un conte? C'est la suite un peu du reste de votre travail ou on crée, on innove complètement? En fait, l'idée, c'est vraiment de traduire l'histoire en images. Et donc, moi, je vais vraiment partir, comme c'est un mapping, du lieu et des reliefs du lieu, des contours, et préparer mes visuels. On le voit vraiment sur les images, hein. C'est vrai que le lieu conditionne forcément, le lieu impacte forcément l'histoire aussi. Totalement, ouais. C'est vraiment, tout est adapté pour plonger le spectateur qui est dans ce lieu, dans un lieu du coup qui va se transformer en fonction des images. On est complètement en immersion parce qu'évidemment on est sous le plafond qui sert d'écran, on est comme dit dans des transats, on le voit sur les images. Un mot de la création, c'est donc il y a plusieurs projecteurs qui projettent les images. On pourrait croire que c'est du coup entièrement virtuel, créé entièrement sur ordinateur comme énormément de films d'animation aujourd'hui. Vous nous avez ramené comment il faut dire, la matrice, la jeunesse du projet. On peut montrer des éléments au départ. C'est quoi? C'est des esquisses, c'est des croquis, c'est des peintures. Il y a même je prends celui qui est en dessous. Ouais. Hop, tac, il y a même des énormes dessins au fusain pour les différents personnages d'animation. Le conte dure combien de temps déjà? 15 minutes 30. 15 minutes 30. Il y a combien de dessins, combien d'éléments, combien de temps de travail? Il y a plus d'1 million d'éléments. Donc, 1 million, ouais. 1 million comme 1 million avec 6 comme zéros. Un vrai million, ouais. D'accord. Donc c'est 12 images par seconde et dans chaque seconde, du coup, il y a plein d'éléments différents qui sont animés un par un. Vous les avez, ces éléments, vous les avez créés oui. toutes pièces, on peut les montrer. C'est ça. Donc par exemple, ici, j'ai rapporté du coup les 8 premières secondes en dessin animé traditionnel. C'est assez difficile à dire, je compte pas vraiment quand je travaille, mais en tout c'est 8 semaines de travail, c'est 700 heures. On le voit en image justement à l'écran, le principe c'est quoi? On fait des dessins successifs qu'on fait s'animer comme du dessin animé à l'ancienne entre guillemets? C'est ça, exactement. Donc là c'est du fusain animé, donc on dessine, on efface, on redessine, on réefface et ainsi de suite. Et on le prend en photo, on le filme et on l'anime après? C'est ça. Et en fait, après, en les passant à 12 images par seconde, ça crée le mouvement. Alors, l'ancienne du dessin, mais il y a des méthodes plus rapides, moins artistiques. Vous, c'est la patte que vous vouliez y donner? Oui, je crois qu'on voulait vraiment créer un objet, un événement qui soit magique, qui sorte de ce qu'on a l'habitude de voir.
Et puis c'est comme ça que j'ai l'habitude de m'exprimer. Donc il y a plein de techniques différentes et tout est fait à la main. Il y a du sable. Il y a du sable animé, on dessine dans du sable. Il y a de la peinture sur verre. Il y a des petites marionnettes en papier découpé. Plein de choses. Il y a aussi des bouts de vidéo. Enfin, c'est vraiment de l'animation d'objets. Jean-David, pour la musique, il y avait un cahier des charges où on est complètement libre des instruments, des créations, des sons qu'on veut y mettre. Alors, en cahier des charges, non, je me suis pas imposé de limite, à vrai dire. Mais je suis comme ma sœur, en fait. J'aime bien travailler dans la tradition. Donc, tous les sons que vous entendez sont réels. Il y a une base qui a été créée à partir d'une boucle de batterie que j'ai enregistrée. Mais sinon, tout le reste a été fait à la main, avec des vrais instruments. Donc, au total, j'ai dû utiliser une 40aine d'instruments à peu près. Mais c'est plus comme dans les dessins animés à l'ancienne. On fait le bruitage, du coup, aussi, avec des percussions, avec des petits instruments, des flûtes. Enfin, tout dépend de l'effet voulu. C'est un conte à l'ancienne, issu de la tradition orale, mais donc mis au goût du jour et projeté avec des moyens modernes, on va dire. Ça se passe à l'église, au temple protestant, j'y arriverai, Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, jusqu'au 28 décembre, tous les après-midi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cet étonnant projet, surtout sa genèse. Vous revenez dès que vous avez d'autres projets, c'est-à-dire souvent. Merci à vous en tout cas d'être venus sur ce plateau ce soir. Marine, vous restez là. On va parler sport et basket, notamment avec notre invité dans un instant. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite. Et tous les lundis, on parle sport sur Alsace 20, ça s'appelle Top Sport et c'est avec Marine Zis. Bienvenue dans Top Sport. Ce soir, laissez-vous surprendre. Loin des sports traditionnels, nous vous faisons découvrir des sports plus ou moins renversants, d'autres plus ou moins exotiques et enfin certains plus ou moins surprenants. Il s'agit du K1, du football gaélique et du tegball. Alors si ça vous dit rien, restez avec nous. Nous allons vous faire découvrir toutes ces disciplines. J'en salive d'avance. Notre invité, lui, est une discipline plus classique. On va parler basket avec Stéphane Emerlin. Bonsoir. Bonsoir. Entraîneur emblématique depuis combien de temps maintenant ? 14e saison. 14e saison au basket club de Souffle-Weyerheim, champion de France de National 1 l'an passé, promu en Pro B et co-leader de Pro B après 8 journées. C'est la surprise du chef. Peut-être vous retenez quoi de ce week-end ? La défaite, parce qu'évidemment on vient vous voir, évidemment vous perdez à domicile la première depuis genre 1 an et demi. Vous retenez la défaite ou vous retenez la place de co-leader quand même du championnat après 8 journées ? Non, la place de co-leader parce que c'était pas du tout prévu. C'est un super début de saison. Voilà, défaite de ce week-end, on a joué une grosse équipe qui s'est réveillée la semaine dernière et qui a confirmé chez nous. Allez, on parlera de tout ça dans cette émission et de cette sacrée aventure des basketteurs de Souffle. On commence, Marine, avec, je vous emmène au gymnase de la Rotonde. On va parler K1, une boxe pied-point avec, c'était l'événement sport de combat probablement de l'année en Alsace. Regardez ces images de Vincent Bessières, c'était samedi soir, gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Guichet fermé, 1500 personnes pour une douzaine de combats tout au long, comme dit, de cette soirée. L'avant-dernier combat, c'était un championnat d'Europe entre le Strasbourgeois Aziz Abdelawi, de dos, et ici donc à droite, qui voulait ravir la ceinture de champion d'Europe, donc un autre Français, Guillaume Pascal, le tenant du titre. Un combat acharné en K1, on a donc droit au coup de pied, de poing, de genou. Et le Strasbourgeois Aziz Abdelawi s'impose à la décision des juges avec son entraîneur de toujours, Mehdi El Idrissi. Premier gros succès de la soirée pour lancer l'ambiance avant le dernier combat. Écoutez la joie et la satisfaction d'Aziz Abdelawi. Je suis content, je suis heureux. J'ai fait le taf. La ceinture, on la garde. Donc le travail a payé. Je remercie mes coachs. Notre stratégie a fonctionné, donc je suis trop content. Voilà, j'ai pas de mots, merci. Alors un champion d'Europe pour le début de soirée et un champion du monde pour la fin de soirée, c'est ça Mathieu ? Ah ouais, la cerise sur le gâteau, c'était un titre de champion du monde qui était en jeu, une ceinture qui était vacante. Regardez, c'était le tout dernier combat de la soirée dans un gymnase, dans une salle de la Rotonde surchauffée. L'entrée stylisée sur le ring d'Akram à midi, à droite sur ces images avec son entraîneur et promoteur de la soirée, Steve Valent. Gros combat avec un boxeur espagnol en face, Akram à midi à droite donc sur ces images. Combat extrêmement dur, on est chez les moins de 53 kilos, donc petit gabarit extrêmement technique, extrêmement rapide, extrêmement tonique.
Monique. Ça a été assez chaud lors de ce premier round où d'emblée le Strasbourgeois est allé de l'avant. Les consignes de Steve Valent à la pause et ça va payer assez rapidement en début de deuxième round sur les 7 reprises prévues. Une première droite qui envoie l'Espagnol au tapis. L'Espagnol qui va se relever, mais dans un gymnase déchaîné et une salle debout, les encouragements redoublent. Et la droite, une deuxième fois, qui fait mouche. L'Espagnol qui retourne au tapis. Et l'arbitre qui arrête le combat. Akram Hamidi est champion du monde à 20 ans seulement. Champion de France amateur, champion de France pro, champion d'Europe, champion intercontinental et donc champion du monde de K1 dans sa catégorie. Tout ça à seulement 20 ans. La pépite, comme le surnomme son entraîneur, rentre dans la cour des grands. Et puis toujours ces belles images entre boxeurs malgré la défaite. Et donc une nouvelle ceinture derrière, autour du torse du Strasbourgeois. Écoutez sa joie et celle de son coach Steve Valent. C'est une délivrance de malade. Je stressais beaucoup. J'appréhendais de boxer à domicile. Et maintenant, c'est une grande fierté d'avoir gagné. Et je suis délivré de tout ce stress. Je suis hyper fier de lui parce que il s'entraîne très dur. C'est un garçon qui n'a pas eu la vie facile. Je l'ai pris sous mon aile parce que c'est un bon garçon. Et là, il m'a remercié à sa manière. Bravo à lui, on suivra évidemment la suite de cette carrière ultra prometteuse et qui est déjà d'ailleurs au sommet. Je vous emmène à Mulhouse pour parler football dans quelques instants, mais on reste à Mulhouse d'abord avec vous, Marine. Vous allez nous faire découvrir le Tech Ball. Oui, alors c'est un mélange de football donc et de tennis de table. Est-ce que vous connaissez ça, Stéphanie Berlin ? Pas du tout. Eh bien, c'est pas compliqué. Regardez ces images. Eh bien, comme au tennis de table, ça se joue avec une table. Il y a des échanges entre 2 joueurs avec 3 touches de balle maximum autorisées qu'il faut alterner, donc genoux, tête, pied, etc. Et puis, il y a également aussi beaucoup de ce match, j'en ai subi parfois les conséquences. Un match se remporte au meilleur des 3 sets. Un set se joue en 20 points avec une mention spéciale, vous voyez sur les images, pour les arbitres qui sont très très chics. Mais et pourquoi on parle de cette discipline aujourd'hui, exactement aujourd'hui ? Eh bien parce que le Tech Ball a sa Coupe du Monde les 6, 7 et 8 décembre prochains à Budapest en Hongrie. Alors parmi les participants, des Alsaciens qui représenteront la France. Vous voyez sur l'image Julien Grondin et Amélie Julien. Ce sont des joueurs du Morchuller Tech Ball dans le Haut-Rhin. Nous avons rencontré donc il y a un mois environ lors d'un tournoi international à Mulhouse. Julien Grondin est un ancien footballeur professionnel formé à Monaco. Depuis un an, il a mis le foot de côté pour se consacrer au Tech Ball. Il s'entraîne 3 à 4 fois par semaine pour tenter de décrocher une médaille. Nous lui avons demandé pour lui quelles étaient les qualités d'un bon joueur de Tech Ball. Écoutez. Les gens vont dire la grandeur, ils vont dire la technique ou autre. Et moi je dirais c'est justement de savoir s'adapter et c'est la concentration. Parce que tout le monde peut jouer. Que ce soit quelqu'un qui est pongiste, quelqu'un qui de n'importe quel autre sport peut jouer au Tech Ball. Mais c'est vrai cette concentration-là, c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est vrai que c'est assez intensif, c'est super fatigant. Et moi qui étais dans le foot, j'ai pas l'habitude d'un sport individuel au final. Et donc c'est vrai que c'est pas facile. La seconde à s'envoler pour la Hongrie, c'est donc une fille. Elle s'appelle Amélie Julien, elle a 18 ans et elle pratique, le Tech Ball depuis 1 an. À côté, elle joue également au football. Regardez les images. Alors pour elle, les 2 sports sont complémentaires, mais c'est la technique avant tout qui peut lui faire gagner des matchs. Surtout lors des services, il faut avoir une technique, comme ça il peut pas réceptionner la balle de l'autre côté et tu marques le point direct. Il y en a, il la lance haut et du coup ça rebondit et l'autre il n'a pas forcément le temps de se rendre compte qu'il y a la balle qui joue et du coup il a du mal ou alors la lancer tout bas sur la table, ça rase la table et là aussi ça passe du coup. Alors, ce ne sont pas les seuls du club de Morchuller qui représenteront, qui iront participer au championnat du monde, puisqu'il y en a un autre joueur qui représentera le Maroc et 3 autres l'Algérie. 2 fois plus de chances de revenir avec des médailles en France. Allez, vous irez les suivre à Budapest, c'est ce week-end. Je vous emmène au football, mais côté plus classique. On reste à Mulhouse avec des nouvelles du Football Club de Mulhouse, promu en National 2, le 4e échelon national. C'est un peu compliqué l'adaptation pour les fessémistes. Je vous emmène au stade de Lille, ça se passait ce samedi après-midi. Match contre la réserve du LOSC, Mulhouse en blanc évidemment. Premier match à domicile aussi pour Ismaël Bangoura, l'ancien international guinéen, vu en Ligue 1 du côté du Mans, de Rennes ou de Nantes. Les Mulhousiens qui devaient absolument s'imposer contre une équipe mal classée. Le ballon en profondeur de Bangoura pour Diouf, un défenseur face à un gardien. Ça ne sourit pas souvent au défenseur, il perd son duel. Et puis les Lillois qu'on n'a pas vu de la première mi-temps, une occasion, un but pour Ouattara, super contrôle orienté. Les Mulhousiens, malgré le coup franc de Kesha qui passe à côté, qui sont donc menés 1-0 à la pause sur leur pelouse et qui vont complètement s'éteindre en seconde période. La tête de Bangoura seul au 6 mètres à côté. Les Mulhousiens qui à 5 minutes de la fin, petit miracle, obtiennent un pénalty justifié, rouge direct pour le défenseur. Bangoura au pénalty, c'est mal tiré sur le gardien puis sur le poteau. Les Mulhousiens ont laissé passer leur chance, mais ils donnent tout. Pourtant dans les 5 dernières minutes, on va avoir plus d'occasions que dans toute la deuxième mi-temps.
Diouf, une nouvelle fois, le missile de plus de 25 mètres s'écrase sur la barre du gardien nordiste. Les situations chaudes se multiplient, on est dans le temps additionnel. La reprise en pivot de tac-tac, encore le gardien à la parade. Les Mulhousiens qui se démènent pour essayer d'arracher l'égalisation. Une dernière frappe, une dernière parade du gardien et les Mulhousiens s'imposent 1-0. Troisième défaite seulement de la saison, mais Mulhouse ne gagne pas et donc au classement c'est compliqué. Sedan qui revient aussi de loin est parti loin devant. Mulhouse, vous l'avez vu, est 11e. Schiltigheim qui a enchaîné une 4e défaite de suite est mal classé. Et Haguenau est dernier. Tout va très bien, Marine, pour les clubs alsaciens. Le programme et la suite, c'est la Coupe de France. Ce week-end, Mulhouse reçoit Épinal, une équipe de sa poule de National 2, chez qui Mulhouse s'était imposé. Samedi à 17h au stade de Lille. Et dimanche, Vauban devra faire un exploit pour sortir Nancy. Nancy, club de Ligue 2, 8e de Ligue 2, qui joue donc 3 divisions au-dessus. Vauban-Nancy, dimanche 15h, Marine, au stade Émile Stade. Et on passe au basket avec notre invité. Mathieu, d'abord un retour sur le match de Souffle de ce week-end. Ouais, Souffle qui jouait à domicile dans sa salle d'essai Terpan. Je vous y emmène, les images sont de Gilles Kounz, Souffle en blanc, évidemment qui recevait Fos. Alors Fos c'est un très mal classé, mais qui descend de l'élite de Pro A et qui s'était réveillé déjà, comme dit, la semaine dernière. Ça commence plutôt bien d'ailleurs pour les Souffelois qui sont devant dans le premier quart, mais Fos-sur-Mer qui enchaîne juste avant avec ce panier au buzzer, notamment juste avant la mi-temps, et qui est devant à la pause. L'écart qui enfle dans le troisième quart. Souffle qui a du mal à se rapprocher. Devant, on a du mal à scorer malgré la grosse perf de Jason Bach et ce panier là aussi au buzzer. Souffle qui souffre en défense, qui perd des ballons en attaque. Panier facile du coup en face pour les visiteurs, qui s'impose finalement assez facilement 94-77. Le bilan de Souffle pourtant c'est 6 victoires, 2 défaites après une série de 6 victoires consécutives. Petit coup d'arrêt. Écoutez les joueurs à l'issue de ce match. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est qu'on n'a pas réussi à faire des stops. Sur les premiers matchs, on arrivait à bien stopper les équipes, à les amener là où on voulait. De toute façon, on savait que Fos c'était un défaut dernier. Avec les joueurs qu'ils ont, on savait que c'était allait être une grosse équipe, que ça allait être costaud. Et puis aujourd'hui, on s'est fait bouger. Donc voilà, ça met une petite claque dans la gueule. Mais après, il faut pas oublier quand même qu'on est quand même devant. Voilà, on sait que maintenant, on a une semaine pour bosser pour préparer Saint-Quentin. Stéphane Eberlin, quand Souffle encaisse 94 points, c'est pas très bon signe généralement, c'est pas vraiment votre ADN et c'est dur de gagner un match dans ces conditions. Oui, c'est sûr, c'était pas du tout prévu. On a pris 24 pailles dans la raquette et ça, c'est pas possible, surtout que derrière ils ont été à droit à 3 points, donc ça donne 94 points encaissés pour gagner un match. Quand on prend 94 points, c'est compliqué. Ça permet aussi peut-être des fois se remettre les idées au clair quand une défaite comme ça après une série de victoires. Oui, c'est sûr. Alors, c'est sûr qu'on préfère gagner, mais vaut mieux perdre une fois de 20 et que ça nous oblige à revenir encore plus déterminés à l'entraînement. Surtout qu'on va recevoir une équipe de Saint-Quentin là, samedi qui joue le maintien également. Donc c'est un match surtout pas loupé. Et donc au moins là, on est prévenu et on sera prêt. Au-delà de cette défaite, il y a quand même le bilan. Hein. Vous êtes promu dans cette division, 6 victoires, 2 défaites. La vraie perf, elle est là quand même. On rappelle quand même que Souffle, c'est un promu, c'est le plus petit budget et de très loin. Je crois que l'équipe qui est juste devant vous, c'est Gris, qui a quasiment 50% de moyens de budget en plus. C'est un Souffle à ce niveau-là, c'est toujours un pied de nez. Oui, c'est un pied de nez, c'est sûr. On a 970 000 € de budget. C'est vrai que Gris, aujourd'hui, a 1,4 million. Donc c'est une grosse différence. Maintenant, on travaille bien. Les joueurs ont des choses à prouver. Moi également, et donc ça, la mayonnaise a pris dès le départ, et c'est vrai qu'on fait un excellent début de saison avec 3 victoires à l'extérieur, 3 victoires à domicile avant cette défaite de ce week-end, donc c'est vraiment un bilan parfait. Vous aviez imaginé un tel bilan en commençant la saison en tant que promu ? Non, pas du tout. Quand j'ai vu le calendrier en début de saison, je pensais plutôt être à la place de Fos, avec 1 ou 2 victoires, et c'est vrai que ça nous permet d'être serein et de travailler dans la sérénité, et surtout de ne pas avoir une pression négative avant les matchs. Parce que maintenant, on a 4 victoires d'avance sur les premiers relégables et c'est vrai que ça permet de travailler dans de bonnes conditions. On a demandé justement quelle était la recette du succès, malgré la défaite de ce soir, mais la recette du succès de ce début de saison à votre capitaine Jason Bach. Écoutez-le. Il y avait le groupe qui était là l'année dernière, une bonne partie est restée. Ça, on savait que l'alchimie marchait, les mecs qui sont arrivés, c'est des super mecs, donc l'alchimie elle est là, le groupe est là, ça fonctionne bien, on bosse bien à l'entraînement. On ne gagne pas, c'est le combat et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Dans le coaching, il y a le côté technique, il y a le côté tactique, mais à un moment, c'est ça, c'est aussi du combat, c'est aussi de l'état d'esprit, mais ça se décrète pas, ou en tout cas c'est plus difficile à décréter. Comment le coach que vous êtes peut influer, peut insuffler ça à ses joueurs ? Moi, je crois depuis que je suis à Souffle, ça a toujours été comme ça. On a toujours été une équipe avec des moyens pas énormes.
on a toujours fait des exploits. C'est parce qu'on a un état d'esprit, parce qu'on cherche aussi à construire des équipes qui humainement matchent bien. Et c'est vrai que le fait de garder une grosse ossature la saison dernière, ces joueurs-là qui sont nouveaux là, c'est les garants de l'état d'esprit qu'on avait la saison dernière. Après, voilà, j'aurais dit, moi ce que je veux, c'est remporter le championnat de l'état d'esprit, du combat. Parce qu'on n'a pas forcément les joueurs qui ont des cartes de visite comme certaines autres équipes. Mais par contre, on doit avoir l'état d'esprit et l'envie de prouver qu'on peut exister à ce niveau-là. Comment on recrute comme ça, le discours, c'est ça qu'on tient comme discours aux joueurs. Tu gagneras moins peut-être chez nous, mais dans la mentalité, dans l'investissement, on se démarquera là-dessus. C'est ça qu'on vend aussi aux joueurs. Nous, on leur vend un projet dans le sens où on a un club tremplin. Voilà. On doit permettre à des joueurs qui, soit des jeunes, soit des joueurs qui n'ont pas encore eu leur chance à ce niveau-là, de passer un cap parce qu'on va les mettre sur le terrain et leur donner des stabilités. Et c'est comme ça qu'on attire des jeunes joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de très bons jeunes joueurs qui veulent venir chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des minutes et le moyen de s'exprimer. Donc c'est le projet qu'on leur vend. Vous restez avec nous, Stéphane. Et là, on continue de parler basket, la saison du basket club de Souffelweilersheim. Mais avant, détour par Strasbourg. Marine, vous allez nous parler de football gaélique. Oui, encore une autre découverte. Alors, imaginez un sport proche du football, mais dans lequel la main de Thierry Henry et toutes les autres d'ailleurs ne pose aucun problème. Il s'agit donc du football gaélique, un mélange surprenant de plusieurs sports collectifs, du foot, du rugby, du volley aussi, mais un peu de basket, du handball aussi. Ce sport est très populaire en Irlande et il se pratique à Strasbourg depuis septembre. Gilles Kuntz s'est rendu ce week-end à la Plaine des Jeux à Haute-Pierre pour assister à un entraînement entre des joueurs allemands et strasbourgeois donc. Quand je suis arrivé, j'étais très surpris qu'il n'y ait pas de club. Il y a eu quelques tentatives apparemment, mais c'est vrai que Strasbourg communique pas mal sur le fait que c'est une eurométropole. Donc vraiment, ça tombe sous le sens qu'on a un club. Il y a la mission permanente de l'Irlande auprès du Conseil de l'Europe, donc on a un soutien en plus de la communauté irlandaise. Donc pour moi, ça a vraiment du sens. Et puis là, ça se concrétise vraiment ces dernières semaines, autant avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois qu'avec les Irlandais de Strasbourg. Alors le principe, tout simplement, il faut marquer des buts avec des cages qui sont les mêmes qu'au football. Elles sont simplement prolongées, vous voyez là, par des poteaux. Alors pour marquer, il y a deux façons. La première, tout simplement dans les filets, comme au foot. Et là, ça compte pour 3 points. Ou sinon, on peut faire comme au rugby, le ballon passe entre les poteaux et au-dessus de la barre transversale. Et cela compte alors pour 1 point. Quelques spécificités à connaître. On ne peut pas ramasser le ballon au sol avec les mains. Il faut le soulever avec le pied, faire un petit jongle pour se l'amener dans les mains. Cela s'appelle un pick-up. On peut faire 4 pas maximum avec le ballon en main. Les contacts physiques sont très réglementés. Épaule contre épaule, c'est autorisé. Mais les plaquages comme ceux que l'on retrouve au rugby sont interdits. Le football gaélique se joue à 11 en Europe continentale. Ailleurs, c'est 15. Alors là, vous le voyez, il y a les filles et les garçons qui sont mélangés. C'est juste parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce que sinon, les filles et garçons ne jouent pas ensemble. Et puis, enfin, les ballons, vous voyez là, sont spécifiques à la discipline. On ne peut pas les trouver en France. Et puis, c'est en Irlande qu'il faut se rendre pour connaître tout ce qu'il faut savoir. En fait, c'est en Irlande, qu'il faut se rendre, écouter justement une Irlandaise à ce sujet. En Irlande, on est très, très fiers de ces sports. On commence à jouer à l'école, on joue avec nos clubs, nos écoles, et ça fait partie de l'enfance de chaque Irlandais. L'événement le plus gros, c'est le All-Ireland Final, et ça se joue à Dublin en septembre, et ça c'est le match le plus grand de l'année, quoi. Et il y a 80 000 spectateurs dans le stade à Dublin, et tout le monde sait qui joue et tout le monde connaît tous les joueurs aussi. C'est génial, j'adore déjà ce sport. Vous allez prendre votre licence, Marine ? Allez, c'est parti. On continue sur la rubrique insolite avec la crème des réseaux, c'est tout de suite. Alors, vous n'avez pas d'idée cadeau pour Noël ? J'en ai peut-être une pour vous ou pas, c'est à vous de faire votre choix. Regardez, le Racing a lancé sa collection de pulls de Noël. Alors là, ils sont en plus de ça portés par les joueurs. Alors vous avez le choix entre le bonnet, l'écharpe, le pull de Noël. Alors ça va, donc voilà, vous voyez là le bonnet 15 €. On perd des points au classement quand on porte ça. Alors c'est pour les supporters, chacun fait ce qu'il veut ou pas, on peut même porter ça chez soi si on veut. C'est les joueurs qui les portaient d'ailleurs. Oui. Et alors ce ne sont pas les seuls. Alors si vous
vous voulez des choses un petit peu moins classiques, un peu moins Noël, qui sont un peu plus trash, il y a d'autres suites aux couleurs du Racing, mais ceux-là, vous ne les trouverez pas à la boutique officielle. Je vous laisserai fouiner sur Internet pour les trouver. C'est magnifique. Et puis d'autres tenues de Noël, toujours dans le sport, ce sera pour la SIG. Regardez cette photo, c'est des maillots spécifiques, ils seront portés par les joueurs, cette fois-ci vraiment, lors des matchs à domicile tout au long du mois de décembre. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. Stéphane Eberlin, vous aurez un maillot Noël aussi au BCS? Non. C'est pas prévu? Non. On reste sérieux, on va quand même pas déconner. On continue sur les réseaux sociaux, on va parler athlétisme avec les suites de l'affaire Ophélie-Claude Boxberger et les réactions d'un Strasbourgeois. Mais alors, je reviendrai pas sur l'affaire, moi je prendrai pas parti non plus, mais il y a un athlète alsacien qui, lui, en revanche, ne mâche pas ses mots sur Instagram. Il s'agit de Mohamed El Bouajaji, écoutez-le. Soi-disant, c'est son kiné qui lui a piqué le huc pendant qu'elle dormait, pendant une consultation. Genre quelqu'un te met une seringue dans le huc, tu sens rien, tu te réveilles pas, tu restes, tu dors, t'es là en train de rêver. Oh. Il y en a un qui est en plein craquage. Un peu plus de douceur dans ce monde de brut. Regardez ce câlin d'au revoir entre deux Sigmen. Il s'agit d'Ali Traoré qui a vu partir son coéquipier Ludovic Beyurst. Le meneur est prêté par la SIG au CSP Limoges. Et alors vous voyez là, il a rejoint donc deux autres Alsaciens formés aussi à la SIG. Il s'agit de Nicolas Lang et Hugo Inversini. Et alors le club de Limoges n'a pas hésité du coup à tweeter avec un Limosheim CSP, voilà, aux couleurs alsaciennes. Ça fait presque l'Ingolsheim. Merci beaucoup Marine. Stéphane Eberlin, on rappelle les rematchs à domicile, vous enchaînez ce samedi soir au 7 Arpents. Oui, face à Saint-Quentin. La dernière défaite, il faut gommer du coup celle du week-end dernier, parce que je crois que la suivante, vous étiez vaincu à domicile la saison dernière. Tout à fait, oui, il faut à tout prix gagner. Sur quoi ça va se jouer? Vous avez tout votre monde effectif au complet? Effectif au complet, surtout il va falloir qu'on réagisse en défense. C'est la consigne. Il y a entraînement ce soir d'ailleurs. Merci d'ailleurs d'être venu. Vous les avez laissés entre les mains de votre adjoint. Et puis dans ces cas-là, généralement, il y a tour de vis parce que il n'est pas question que ce soit plus cool quand le patron n'est pas là. Merci beaucoup Stéphane Eberlin d'être venu sur ce plateau ce soir. Marine, on vous retrouve lundi prochain. Oui, avec plaisir. Trop avec bien. des sports peut-être moins insolites, on verra. On a mis la barre assez haut, c'est vrai, avec K1, avec football gaélique, et Techball. On suivra d'ailleurs les Alsaciens du côté de Budapest au championnat du monde de Techball. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur ce plateau ce soir. La suite, c'est bien sûr Nicolas Rieffel. On passe, c'est bientôt Noël, on va passer à l'heure des bûches de Noël. Préparation du côté de Colmar chez Elsa. C'est avec lui. Moi, je vous retrouve demain, 19h à la même heure. Excellente soirée à toutes et à tous. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel. Bon Marc, si je suis venu te voir aujourd'hui chez les glaces Alsa, c'est tout simplement pour une chose que je kiffe chez toi, c'est la bûche de Noël. Comment c'est venu l'idée de faire des bûches glacées? Parce que généralement on a l'habitude des bûches classiques des pâtisseries. Mais la bûche glacée, c'est venu naturellement en fait. C'est comme le Kouglof qui au départ est une pâtisserie, on va dire, ou même un petit biscuit quoi. Ouais. La glace est venue par la suite dans les années 60. On a fait le Kouglof glacé et bien sûr aussi des bûches glacées. Pourquoi? Parce que le matériel est arrivé, la conservation, et les gens se sont rendus compte qu'en fin de compte, une bonne bûche glacée est bien plus facile après un grand repas et aide à digérer. C'est ça. On va faire des bûches traditionnelles, puisque bien sûr, il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Donc avec des parfums très traditionnels comme la vanille fraise chocolat, le praliné, etc. Ouais. Des bûches alcoolisées pour les adultes. Ouais. Alors les bûches alcoolisées, par rapport au début où j'ai commencé en 85, on les a nettement diminuées puisque les gens préfèrent aujourd'hui les fruits. D'accord. Et chaque année, on essaie de trouver un produit qui n'existe pratiquement nulle part. D'accord, une petite nouveauté quoi. Et on en fait une nouveauté. Et cette année, on a choisi le Sudachi, qui nous vient du Japon, qui fait partie de la famille des citrons, des limes, voilà, et qui a une note un petit peu de bergamote, qui est un fruit fabuleux. Et on l'a associé à la vanille et à la noisette.
et ça donne un produit qui est génial. Waouh. Voilà. Donc tu m'en mettras une quarantaine, hein, du coup. Pas de problème, on va te préparer ça. Mon Steph, t'es en train de faire quoi là? Là, je suis en train de faire un montage de bûche. C'est la bûche cappuccino. Ok. Donc là, t'as récupéré. Là, le mascarpone, la glace mascarpone. Glace mascarpone. Voilà. Là, maintenant, je lui donne la régularité, c'est-à-dire qu'on ait une épaisseur régulière partout. Maintenant, on le met au congélateur. On va le laisser 5 minutes. Maintenant, on va passer à la vanille pour faire le chalet. Donc t'as quoi dedans exactement? Du mix vanille. C'est une base crème anglaise vanille. Là, on va descendre jusqu'à -20 en degrés. D'accord. Et là, maintenant, on va mettre la framboise en route pour mettre le deuxième parfum en même temps avec le chalet. C'est sirop aux framboises, voilà, c'est un sorbet. Tu rajoutes quoi? Du blanc d'œuf pour la lisser et la rendre plus crémeuse. Et la texture va changer. La couleur de la turbine, là, dans la turbine, elle va changer. Elle va s'éclaircir. Ça ne change pas le goût. Juste la rendre plus lisse, on va démarrer la fabrication du chalet. D'accord. On va mettre la vanille, on va chemiser en vanille. Et après, je vais mettre la framboise derrière. Maintenant, on va le passer au congélateur et on mettra après le cookies. Crème glacée avec un goût biscuit. Et dedans, on va rajouter du chocolat avec des biscuits. On fait un marbrage, on finit, on met la glace. L'étape finale. Maintenant, on va finir la bûche mascarpone. On va mettre maintenant la crème glacée dans la bûche. C'est quoi comme glace là? Glace café. Ça, c'est du biscuit avec des fruits dedans, des fruits secs. C'est du panettone. Voilà, et maintenant on finit. Voilà, la bûche est terminée. Maintenant, on la met au congèle. Et après, la déco. On va commencer par cette partie-là où on passe par la phase pistolage. T'as quoi dedans? Ça, c'est du chocolat et du beurre de cacao. Voilà, là je vais le passer au congèle. Je vais pistoler de nouveau le chalet. D'accord. Et ensuite on passe au poste là-bas. C'est bon? Ok, vas-y, bon. suis-nous. Allez, croche-patte. Allez, bim bam boum. Hop là. Bon ambiance. Donc là, Jérôme vient de mettre en fait un coulis chocolat qui est particulier. En fait, il y a du chocolat, il y a de la crème et de la trémoline. La trémoline, c'est 3 fois plus puissant que le sucre, mais par contre, ça a un rôle qui est très élastique dedans. D'accord. Par contre, on en met beaucoup moins étant donné que c'est 3 fois plus sucré. D'accord. Et ensuite, on va terminer la bûche avec différentes décos. Formes, et puis voilà. Il fait quoi là, Jérôme? Alors Jérôme, il est en train de préparer tout simplement les éléments qui vont aider à décorer le chalet. Okay. Et là, il est en train de fabriquer une porte et une fenêtre Okay. en pâte d'amande. Menuisier, pâtissier, glacier, voilà. tout les gars. Tout aussi. On enlève un tout petit peu parce que sinon, ça n'accroche pas. Le chocolat a été préparé avant et découpé. Donc ça, c'est du sucre glace qui ne fond pas. Et surtout, Imaginez vos repas de fête devant grains de sel avec les spätzle à la truffe Traiteur Schneider.